Nous l'avions reçu en studio dans Je vous demande de vous arrêter et vous pouvez le réécouter dans le podcast numéro 28 de l'émission. Jean-Pierre Castaldi est de retour au Havre dans le cadre du festival Les Révélations. Après la projection au cinéma Le Sirius du film Travaux de Brigitte Rouen, venez rencontrer Jean-Pierre Castaldi, un comédien de grand talent et un homme passionné par son métier. L'événement se passera au cinéma Le Sirius le samedi 6 avril, projection de 14h30 à 16h, rencontre avec Jean-Pierre Castaldi de 16h à 18h. Place à présent à votre émission avec un invité exceptionnel. Bonjour, c'est Emmanuel Curtil. On se retrouve dans l'émission Je vous demande de vous arrêter sur Westrack Radio. Ce soir, Je vous demande de vous arrêter se délocalise au cinéma Le Sirius pour une émission spéciale en public avec un invité exceptionnel, Emmanuel Curtil. Et c'est vraiment splendide! Générique! Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ça y est, on s'en va. Oh, c'est super parce qu'on n'a encore rien fait. Hein. C'est seulement à la fin. Ah ouais, c'est gentil. Emmanuel Curtil, mesdames et messieurs. Au Havre, pour vous et pour nous. Ça fait plaisir de se retrouver autour du micro dans une émission exceptionnelle. Et en public. Et en public, évidemment. Donc on va tout de suite remercier le Sirius, Stéphane Foulogne et ses équipes, ainsi que Westrack Radio, Mathieu ici présent, qui notre bon chef à tous nous réalise. Et on peut les applaudir. Exactement. Bonsoir à l'équipe, bonsoir Alain, Philippe, Laurent. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et bonsoir Emmanuel Curtil. Bonsoir, je suis très heureux d'être là. Merci de me recevoir. Puis c'est impressionnant, hein. C'est une belle salle. Voilà. Alors, première chose, on est tous d'accord pour dire que mon Splendide était mauvais. Pourri même. Je pense qu'on peut le dire. Alors, comment te dire ça sans te vexer C'était pas bon du tout. Hein. En même temps, on lui dit. Hein, en même temps, c'est pas ton métier non plus. Hein, c'est le mien. Ouais. Voilà, donc on va faire un petit Splendide. Tu veux réessayer Non, vas-y. J'essaie. Il peut t'apprendre le Splendide. Ah bah oui, cela dit, oui, on peut. Hein. Oui. Alors le vrai Splendide, c'est Splendide. D'accord. Voilà, c'est la classe et c'est là où on voit la différence. Voilà. Tu veux que j'essaie, c'est ça, on fait un petit concours. Essaye. Splendide. Ah, c'est mieux. C'est pas encore ça, mais... Ouais. Presque. Ouais, voilà. Donc, on va... non, mon Dieu. On va peut-être pas faire toute l'émission là-dessus. Non, d'autant qu'il y a beaucoup à dire, n'est-ce pas, Laurent? Oui. Tiens, Philippe. Bah attends, qu'est-ce que c'est que ça? Dans le micro, Philippe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est le CV d'Emmanuel Curtil. Ah oui. Alors, un c'est CV, ça doit tenir... il faut mieux avoir quelques heures devant soi. Ça un nous CV, ça doit tenir sur une page. Ça nous a coûté très cher en impression. Oui, parce que c'est vrai que le CV est impressionnant, Emmanuel. Oui, c'est vrai que quand on a su qu'Emmanuel Curtil allait venir nous voir, j'ai imprimé, j'ai été sur Wikipédia, puis je me suis dit tiens, j'imprime le truc, et puis je voyais les feuilles qui sortaient, je me suis dit ça va s'arrêter quand? Bon, du coup on a fait un petit résumé. C'est pas moi qui tiens ma page Wikipédia. Ce sont des gens beaucoup plus compétents qui ont de meilleurs souvenirs de ma carrière que moi. C'est des choses que j'ai totalement oubliées.
Alors c'est vrai, hein, parce qu'on a déjeuné ensemble ce midi et on a évoqué des trucs dont tu te souvenais pas. Mais oui, c'est vrai. Oui. Je veux dire, on s'était rencontrés en 2006, c'est ça Ouais. Avec Sur Luc un- Hamet. Voilà. Et je ne me souvenais absolument pas de ce petit programme que j'avais doublé. Ouais. Comme quoi, tu marques pas les gens aussi. Mais non. Mais J'ai pas dit que je me souvenais pas de toi, j'ai dit que je me souvenais pas de cette séance. En tout cas, nous, de ce dont on se souvient, Philippe, c'est les débuts d'Emmanuel Curtil. Ouais, tout à fait. Emmanuel, tes débuts, c'est à 10 ans. Hein. Tu as fait tes débuts à la télévision et au cinéma dans L'Oiseau Bleu et Les Colonnes du Ciel. Mais moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est un tout petit peu plus tard, au cinéma, le rôle de Gavroche dans Les Misérables, avec Lino Ventura et Michel Bouquet, dirigé par Robert Hossein. Ça doit laisser des traces, quoi. Ça doit être une super école, ça. Ah bah oui, non, c'était. Je pense que j'ai plus appris en 2 mois de tournage sur Les Misérables avec Robert Hossein, qui était un réalisateur très exigeant, qu'en 3 ans de cours de théâtre. Hein. C'était vraiment. Puis c'était une expérience incroyable quand t'as 10 ans et que tu tournes avec des monuments comme Ventura, Michel Bouquet, Jean Carmet. Puis il y avait pas que, hein, il y en avait d'autres. Il y avait des noms assez impressionnants dans cette. Oui, il y avait une sacrée dans cette distribution. adaptation, qui est une excellente adaptation du roman, je trouve. Vraiment, très fidèle. À l'époque, tu avais conscience de la renommée de ces acteurs? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je savais pas qui était Robert Hossein. Je l'ai découvert quand j'ai passé le casting et ma mère était folle parce que elle, évidemment, comme toutes les femmes de cette génération, elle était folle amoureuse de Robert Hossein dans Geoffrey de Perrac. Ventura, j'avais quand même conscience que c'était une grosse vedette. Après, Jean Carmet, Michel Bouquet, c'était un peu plus... Voilà, bon, à 10 ans, voilà, c'est... Et eux, vis-à-vis de toi, ils étaient comment? Est-ce qu'ils ont été un ils peu... avaient conscience de tourner avec quelqu'un de... Non, ils étaient adorables, franchement. Lino Ventura était quelqu'un de formidable, et puis en plus il adorait les enfants. Donc je sais que Robert Hossein était quelqu'un de très dur, qui était très exigeant, mais qui parlait vraiment. Il fallait vraiment les avoir bien accrochés. Et je sais que quand on tournait avec Ventura, j'étais très content parce qu'il souvent il prenait ma défense. Et voilà. Et Michel Bouquet, je crois que c'était mon premier grand souvenir c'était quelqu'un d'absolument génial, adorable. Enfin, je sais pas, il m'a aidé dans mon rôle de comédien, quoi. Je débutais, hein, j'ai pas d'expérience. Parce que c'est vrai, quand on le voit nous au cinéma, comme ça, quand on le voit dans les films, c'est quelqu'un qui fait très froid, très fermé. C'était quelqu'un d'adorable, d'une gentillesse, mais vraiment c'est rare. Alors, il faut savoir que Michel Bouquet est devenu un excellent professeur de théâtre. Oui, il voulait que je fasse le conservatoire d'ailleurs, et puis je l'ai pas fait. Et ton cursus, en fait, à la base, ton cursus, c'est quoi exactement? Très rapidement. J'ai commencé, alors j'ai pas commencé à tourner tout de suite, mais j'ai pris des cours de théâtre parce que j'avais envie de faire ce métier, en fait. Bon, aussi bizarre que ça puisse paraître, à l'âge de 9 ans, je voulais déjà être sur scène et faire ce métier. Et ma mère m'a inscrit dans un cours de théâtre au cours Simon, qui était à l'époque, maintenant il y en a beaucoup des cours de théâtre qui ont des classes d'enfants, de collégiens, tout ça, mais à l'époque il y en avait très peu, je crois même que c'était le seul. Et donc je prenais mes cours de théâtre tous les mercredis, etc. Et puis dans ce cours de théâtre venaient parfois des directeurs de casting quand ils cherchaient des enfants pour tourner dans des films ou jouer dans des pièces de théâtre, et ils venaient un petit peu faire leur repérage, leur marché, voilà, c'est ça. Et donc j'ai été repéré à cette époque-là assez vite, et je me suis mis à passer des castings, mais sans imaginer faire ce métier un jour, quoi. Ça m'est tombé dessus. Enfin, je dirais que j'ai même pas choisi ce métier, c'est plutôt lui qui m'a choisi, en fait. Et bon, après ça a toujours marché, donc tant mieux, hein, j'ai cette chance, mais oui, parce que c'est ta particularité, c'est-à-dire tu cours pas les castings, quoi. Non. On vient de chercher. Alors, à l'époque je tournais beaucoup, et
quand t'es un gamin, tu frappes pas aux portes des directeurs de casting pour passer des castings. Tu vas à l'école, tu fais ta vie, et puis quand t'as tourné un ou deux films, les gens se refilent des tuyaux. C'est du bouche à oreille, donc on me contactait en fait sans que on me proposait de passer des castings ou de carrément de tourner. Et j'acceptais ou je refusais, mais puis après ça dévie sur le doublage. Et puis ça ne s'est jamais arrêté en fait. Voilà. Alors, ce que je propose, c'est qu'on écoute la rencontre entre Gavroche et Javert. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Alors la vieille, toujours aussi laide? Qu'est-ce que tu veux? Si c'est pour cette engeance de Thénardier que tu viens, tu peux déguerpir. Pourquoi, il est pas là, papa? Il a trouvé à se loger à la force. Et ma mère? À Saint-Lazare. Et mes sœurs? On met le net. Oh, les pauvres. Dis la vieille, en attendant qu'ils reviennent. On pourrait peut-être s'arranger tous les deux. Si on se met en ménage. T'es malheureux. Fais attention à ce que tu dis si tu veux pas que je te flanque mon pied quelque part. J'ai une honte de voir ça. Graine de potence. Tu finiras au bout d'une corde. Guillotiné, on voit mieux le sang. Monsieur l'inspecteur. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Gavroche, pour vous servir. Et vous? Où habites-tu? Ça vous regarde? Comme tout ce qui regarde la police. Je t'avertis, toi aussi. Tu pourrais te retrouver à l'abri un de ces jours. Tu ne sais pas qu'il existe des prisons pour enfants? Si, je le sais. Mais c'est peut-être moi qui vous y enverrai un jour. Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Je l'ai dans leur buisson, c'est la faute à... Ça fait quel effet? En fait, ça fait un effet assez troublant parce que j'ai un petit garçon qui a 7 ans et demi et j'ai l'impression de l'entendre. Il a exactement la même diction, la même façon de parler, c'est très très troublant. Voilà. Et j'ai une petite anecdote au sujet de cette scène qu'on a tournée avec Robert Hossein. On faisait un nombre incalculable de prises à chaque fois et puis finalement il choisissait la première. Voilà. Donc on faisait ça pour rien et puis et en fait Michel Bouquet qui était vraiment adorable. Pour moi, il prenait des temps. Vraiment des temps de sociétaire, quoi. Mais après, c'était son jeu, c'était intégré dans son jeu, et puis les silences, les temps, c'est au moins aussi important que les dialogues. Et moi, je pensais qu'il cherchait son texte, qu'il ne le savait pas. Et donc, je lui soufflais son texte. Et à un moment, il m'a dit, non, écoute. Et puis vraiment, il a été tellement sympa qu'il a attendu un moment avant de me dire, non, Emmanuel, je connais mon texte, ne t'inquiète pas, j'ai lu 500 fois le scénario, je le connais par cœur. Et donc c'était drôle, quoi, parce que alors il y a eu d'autres rencontres. Alors on va pas pouvoir toutes les passer en détail, mais il y a eu Jean Rochefort aussi. Tu as joué son fils dans Un dimanche de flic. C'est ça, ouais. Un souvenir de Jean Rochefort. Très renseigné, c'est marrant. Un souvenir, un mot sur Jean Rochefort? T'es tombé sur Cyril, et Cyril, crois-moi, c'est une pointure aussi. Lui aussi. Il fait pas très bien les splendides, mais le reste, ça va, il se débrouille pas mal. Par contre, c'est une bible. Hein, ouais. Non, c'est très, très documenté. Oui, bah écoute, non. Jean Rochefort, est-ce que j'ai une anecdote? Non, c'est quelqu'un vraiment, c'était un super souvenir de tournage. C'était quelqu'un de très sympa. Voilà, qui m'a beaucoup aidé aussi. Enfin, c'était vraiment. J'ai beaucoup appris au contact de ces gens. J'ai tourné avec beaucoup d'acteurs morts, en fait. Enfin, à l'époque, ils étaient vivants quand même. À l'époque, ils étaient vivants, ouais. Et Jean Rochefort était jeune, quoi. On a surtout l'habitude, les dernières années, c'était un beau vieillard, mais mais il avait, je sais pas, 45, un truc comme ça, 45 ans. C'était en 83. C'est ça, ouais. Alors après, il y a une autre rencontre. Peut-être que Philippe, tu veux en parler? Je sais pas, c'est de quoi tu veux parler. C'est une rencontre qui est déterminante. Alors, juste pour dire que tu l'as rencontré dans une série qui s'appelle Mystère et Bulles de gomme. Ah oui. On va pas rentrer trop dans le détail puisqu'on va y revenir un peu après. Alors, c'était pas une grande série, hein? Non. Non, ça n'a pas beaucoup marqué, hein. Mais c'est une série qui date de 88. C'est pas ce qui a le plus marqué dans ma carrière, hein, mais. Mais tu as fait une rencontre. Mais j'ai fait une rencontre qui était assez déterminante pour ma carrière de comédien de doublage. C'était Barbara Tissier. Qui avait, je crois, 15 ans à l'époque. Moi, j'en avais 16. On a un an d'écart. Et c'est elle qui m'a
fait rentrer dans le doublage, quoi. Pardon, excuse-moi. Oui, vas-y. Non, j'allais dire, qui est Barbara Tissier Alors Barbara Tissier, c'est une star dans le doublage. C'est la voix notamment de Cameron Diaz dans Marie à tout prix, dans pas mal de films. On a fait donc la série Sauvé par le Gong je sais pas si pour certains qui sont d'une génération qui a pu regarder cette série. On peut demander, Emmanuel, qui connaît Sauvé par le Gong? Ah oui, voilà, Ah oui, quand même. Il y a du monde. Donc Barbara, mais après, Bon, il y a des vieux dans la salle, quoi. on s'est très vite devenu. C'est sur scène aussi. C'est très vite devenu une amie, mais en tout cas, on a, à l'occasion de ce tournage, elle m'a dit, ah bah tiens, est-ce que ça t'intéresserait de faire du doublage? Je dis, bah oui, moi, tu sais, dès qu'il y a un peu de pognon à prendre, je suis... Et donc, elle m'a branché avec une boîte de prod qui s'appelait La Sophie, qui est la boîte de prod avec qui on a fait Friends, qui faisait, et Santa Barbara, toutes les séries Starsky et Hutch, tout ça. Voilà. C'était eux. Alors, on y reviendra sur le doublage. Il y a eu d'autres rencontres. Il y a eu Michel Constantin, André Pousse aussi. Une série en 90, c'était Paparov. Est-ce que ça parle dans le public, la série Paparov? Pas du tout. Pas du tout. Bon. Même moi, ça me parle plus tellement. Mais Alors moi je m'en souviens, mais c'est normal. T'avais une scène. Alors elle est très courte. On va pouvoir l'écouter. Paparov. C'est. Ah oui, c'est quand tu veux, je crois que. Est-ce ton parrain est venu te chercher? Oh bah non, pourquoi? On se marre bien ici, moi j'ai pas envie de rentrer. Surtout pas maintenant, il y a une boum ce soir. Une boum ici? Ah oui, une boum, c'est pas un séminaire. Si tu veux, je peux te coucher ici, il y a un bungalow de libre. Et j'aimerais te causer. Bah oui, tonton, reste, ça c'est une bonne idée. Je crois que j'ai un ticket avec une nana. Pour la plus tard, hein. Un vrai canon, d'ailleurs. Ce serait pas Alice, par hasard? Bon bah, je vais retrouver mes potes. Bye bye les mecs. Alors? Non. Non, si, parce que cet extrait, il passe de temps en temps dans des rétrospectives, des compiles, des fans qui se sont amusés à faire des compiles sur YouTube. Bon, effectivement, je l'ai revu quelques fois. Et voilà. Non, mais c'était impressionnant de tourner avec Michel Constantin. André Pousse, c'est quand même des figures assez marquantes du cinéma France. Enfin, c'était les seconds couteaux. Voilà quoi, c'était impressionnant quoi. Mais Michel Constantin, il avait des paluches, des mains, mais 3 fois les miennes quoi. Et c'était un ancien volleyeur, je crois. Ouais. C'est à force de taper dans le ballon. Lui était volleyeur professionnel, je crois, et André Pousse était cycliste, voilà, professionnel. Ouais, André Pousse, et brigand aussi, André Pousse. Aussi, oui. Philippe. Oui, alors moi je voudrais poursuivre. En 92, tu incarnes Paul dans Paul et Virginie, une comédie musicale. Et moi j'ai envie de te poser la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on a fait appel à toi pour un rôle chanté ? Parce qu'en dehors de Gavroche qui chante « Je suis tombé par terre », bon, c'est... j'ai toujours chanté. Alors après, à l'époque, j'avais un agent qui savait que je chantais, donc qui m'a mis sur ce casting. Voilà, j'ai passé une première audition d'ailleurs vraiment, c'était Jean-Jacques Debout qui faisait qui a conçu le spectacle et qui choisissait. J'ai fait une audition qui était totalement, qui ne lui a pas laissé un souvenir impérissable. Et il avait choisi quelqu'un d'autre. Et après, il y a eu des problèmes avec ce garçon, donc ils se sont pas entendus. Et donc ils ont refait un casting. Et là, il m'a revu. Et il se souvenait plus d'ailleurs de m'avoir vu une première fois. Et puis voilà, donc j'ai fait. Ce qui est plutôt bien du coup. Oui. Oui, parce que je sais pas, il y a aucun souvenir. Et non, mais après moi j'ai toujours chanté, donc voilà, mon agent savait que je chantais. J'avais déjà fait des spectacles musicaux d'ailleurs dans mon adolescence, mais vous voyez que vous n'êtes pas aussi bien renseigné que ça, parce que sinon, genre j'ai fait une comédie musicale qui s'appelait Hourra Papa avec Georges Guettari. Ah ouais. J'avais 13 ans. Laurence Badi et Jacques Balutin. Ah ouais. C'est Laurence Badi. Ouais, voilà. Et donc c'est un spectacle, c'est une opérette quoi. Ouais. On a un extrait, on va se faire plaisir. C'est avec Claire Keim, ta partenaire.
On va pas écouter le morceau en entier, mais au moins jusqu'au premier refrain. Ça dure 2h30. Ça s'appelle Comme un grand arc-en-ciel. Et c'était à la chance aux chansons. Pascal Fedor. Elle avait quel âge, Karkem, à cette époque-là? C'était sa première expérience professionnelle, en fait. Elle sortait du cours Florent et elle avait été prise sur ce spectacle et elle avait même, je crois qu'elle avait 16 ans, 17 ans. 17 ans. Ouais. Moi j'en avais, oui c'est ça, on a 5 ans d'écart, donc elle avait 17 ans, j'en avais 22. D'accord. Il y a les images, si vous voulez voir, sur le net. C'est en 93, hein, c'est ça? Moi j'ai 92. Ah oui, alors j'avais 21 ans, alors oui, bon, bah, je dois en avoir 16. On a 5 ans d'écart. Et donc, alors, le look est sympathique. Dans La chance aux chansons, si vous voyez la vidéo, t'as les cheveux longs jusqu'aux épaules. Il y a des images qui font mal. Parfois, bon, après, c'est avec le temps qu'on s'en rend compte et qu'on se dit que finalement, bah, on a plutôt pas mal vieilli. T'as pas pensé à une époque une carrière musicale? Une carrière musicale, non, j'ai pas. Je pense que j'étais plus attiré par le métier de comédien. Voilà. Après, j'ai eu l'occasion de chanter, puis par ailleurs, par la suite, dans certains des doublages, notamment des films d'animation que j'ai fait. Voilà, il y a The Mask, j'ai chanté à l'occasion dans Le Roi Lion, dans Anastasia, dans quelques films comme ça, mais sans chercher spécialement à faire une carrière de chanteur, quoi. Tu donnes l'impression d'avoir un peu pris pas ce qui te tombait sous la main, mais là où on te demandait, je dirais. Et du coup, ça t'a fait une carrière, comme disait, je crois que c'est Cyril qui disait tout à l'heure que personne, enfin, tu cherches pas de boule, non, c'est Laurent, pardon, qui disait tu cherchais pas de travail jamais, quoi. On venait te chercher, en fait. Non, mais en fait, quand tu commences à 10 ans, évidemment, tu vas pas frapper aux portes, ce que je disais tout à l'heure, tu frappes pas aux portes des directeurs de casting pour passer des castings. Enfin, tu n'es pas dans cette démarche du jeune comédien qui sort de cours et qui a 17, 18 ans, qui en veut, voilà, moi, j'ai fait ça un peu comme, parce que j'étais là, quoi. On est venu me chercher, donc, et après, ça s'est tellement enchaîné, on m'a tellement proposé sans que j'ai quiconque à démarcher que finalement, ça m'a rendu paresseux, d'ailleurs, parce que finalement, non, mais c'est vrai, j'ai fait un peu je me suis laissé un peu porter par le destin, quoi, et ça. Oui, c'est vraiment l'impression que ça donne, quoi. Ça a plutôt bien réussi, mais j'ai cette chance, mais c'est vrai je n'ai jamais été habitué, contrairement, enfin, si j'avais eu le cursus classique des cours de théâtre à, je sais pas, 15, 16, 17 ans, conservatoire, etc. Après, bon, tu cherches du travail, t'as envie de faire ce métal feu sacré, tu vas, tu démarches, etc. Moi, j'ai jamais été habitué à ça, donc même quand j'avais l'âge éventuellement de démarcher, je n'ai jamais su le faire, quoi. Donc je pense que si on n'était pas venu me chercher, j'aurais changé de métier. Parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire, quoi. Je ne sais pas me vendre, je n'ai jamais su faire ça. D'ailleurs, on peut te suivre sur Instagram, c'est récent? Absolument. Donc si vous voulez suivre Emmanuel, c'est Emmanuel Curtil sur Insta. Comme l'acteur, même. Alors, ce que je vous propose, avant qu'on passe à la partie questions-réponses, on va écouter Emmanuel Curtil dans la version française de The Mask. La partie chantée, c'est un clown absolu. Les gens ici présents, vous avez vu le film. À main levée, qui a vu le film? Toute la salle. Ah bah tout le monde alors. Oui. Ah oui. Bon, alors on écoute Sancho le Cubain et après, préparez vos questions. Il y a un micro qui va circuler. Ça sera à votre tour, pardon. Maestro.
joue des maracas, je fais tic 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 et boum, tic tic et boum. C'est moi Sancho le plus belle, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tic tic et boum, tic tic et boum. Les señoritas, elles chantent, elles dansent comme ça, elles balancent comme c'est charmant. Plein de piment. La fièvre de la rumba, si elle te prend, ne résiste pas. Comme une fille qui s'offre à toi. Si tu aimes le tempo, viens donc danser avec Sancho. Et tu chanteras tic tic et boum, tic tic et boum, tic tic et boum. Je suis sa Paquita, car ce gars-là c'est le roi de la Havane, de la Havane. Si señorita très chic, caramba, chiqui boum chic, il est charmant, plein de piment. Je pose mes mains sur tes hanches, madre mia, t'en as de la chance. C'est une bataille, petite canaille. Si tu es bien, ta gueule, aide-moi des sandwichs. Et tu chantes de la tic tic et boum, tic tic et boum, tic tic et boum. Alors, on va passer aux questions. Stéphane, j'ai vu que tu avais le micro. Il y a une question un petit peu plus bas. Le monsieur avait levé la main. Voilà, il lève la main. Stéphane arrive. On peut applaudir Stéphane, le directeur du Sirius, mesdames et messieurs. Je ne sais pas s'il aime bien ça, mais... On vous écoute, monsieur. Bonsoir. J'avais une question. Qu'est-ce qui a changé dans le monde du doublage par rapport à vos débuts ? Beaucoup de choses. En fait, je pense qu'on avait une plus grande liberté. C'est marrant parce que The Mask, on parle souvent de ce doublage comme étant un doublage un peu de référence et tout ça. Enfin, voilà, c'est ce qu'on me dit. Et je dis en fait, c'est aussi parce qu'on m'a laissé l'entière liberté d'improviser, de faire les changements de voix que je voulais, de faire les imitations. Maintenant, en fait, on est vraiment entouré de tout un tas de superviseurs à chaque film, chaque gros film. Et ce qu'on cherche, ce que les clients cherchent, ce que les superviseurs cherchent, c'est vraiment être match voice avec l'original. Alors c'est un peu dommage parce que du coup ça nous enlève toute liberté, toute d'improvisation, on est quand même un peu lésé dans notre fantaisie, et c'est vrai que The Mask, j'ai fait ça complètement à l'arrache. En plus le personnage du Masque, je l'ai fait en une journée, mais c'était de l'improvisation, c'était du voilà, je passais d'une voix à une autre, en essayant de faire quelque chose qui, parce que lui en anglais fait là pour le coup vraiment The Mask c'est vraiment très représentatif parce que lui en anglais fait des imitations de personnalités que pour nous, enfin on n'a pas la ref quoi, donc il a fallu vraiment trouver des équivalents et des choses qui parlent au public français et qui soient un peu rigolotes quoi. Mais je pense qu'avec sur certains doublages, sur la plupart des doublages maintenant, The Mask, je le doublerai maintenant avec les mêmes capacités. On me dira non, c'est pas ce qu'il fait en anglais. Non, là tu peux pas faire ça. Voilà, et ce serait plus plat et ça n'aurait pas grand intérêt en fait. Ce serait voilà. Donc c'est dommage. Parce que je trouve que le doublage de l'époque, et d'ailleurs c'est marrant parce que je l'ai vu je l'ai vu il y a pas très longtemps, The Mask, à l'occasion des 30 ans. C'est ça, hein, 30 ans? Oui, 94. Ouais. 94. Ils ont fait une petite projection, voilà, à laquelle j'étais invité. Et j'avais pas vu le film depuis sa sortie, en fait. Parce que je n'ai pas de crise d'ego au point de organiser des soirées chez moi et écouter toute ma voxographie. Et donc, non, mais en fait, c'est génial parce que c'était le doublage de l'époque. Et moi, je vois par rapport au doublage de maintenant, je ne sais pas faire le vieux con qui dit que c'était mieux avant, mais c'est vrai que on choisissait il y avait des grandes voix de doublage quoi. Dans The Mask, il y avait Daniel Russo, Michel Vignier, Jacques Frantz, Médondo, enfin c'était des voix, mais maintenant il y a plus tellement, il y a plus de voix caractéristiques comme ça. Voilà, c'est Céline Monsara par exemple, c'est quelqu'un qui, enfin, elle dit 3 mots, on reconnaît son timbre. Et en fait, ce qui a changé, c'est que les clients ne veulent plus des voix identifiables.
moi, ça m'a pas mal pénalisé. Bon, j'ai toujours réussi j'ai eu de la chance de quand même de plutôt bien m'en sortir, mais pour d'autres, ça n'a pas été le cas, forcément. Mais le fait que ma voix soit connue, que j'ai été, que j'étais très identifiable que j'ai fait des séries qui ont marqué, notamment Friends, enfin bon, après Jim Carrey, et ça m'a beaucoup pénalisé. Maintenant, il y a une époque, on disait Curtil, non, on l'a trop entendu, il faut prendre quelqu'un, qu'on ne reconnaît pas. On cherche plus des voix passe-partout. Donc du coup, ça fait un doublage un peu plus lisse. Il y a moins de fantaisie, c'est un peu moins intéressant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Une autre question qui était à côté là, qui était juste là, le monsieur. C'était le monsieur au-dessus, hein? Non, mais c'est pas grave, d'accord. Oui, bonsoir, je voudrais juste savoir quel est le meilleur souvenir que vous gardez d'avoir incarné le personnage de Chandler dans Friends, justement. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de la série? Le meilleur souvenir que je garde de la série, c'est la série dans son ensemble. Hein. Sauf j'étais moins en forme la saison 9 et 10. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû faire un AVC, un truc comme ça, mais je sais pas. J'étais une petite baisse de régime peut-être, mais non, mais c'est alors en plus, je disais Matthew Perry, c'est vraiment un acteur dans lequel je me suis senti à l'aise tout de suite. J'étais vraiment dans mes chaussons, quoi. J'ai eu aucun mal à rentrer dedans parce que c'est une nature d'acteur dont je me sens très proche, quoi. C'est vraiment je pense que c'est l'acteur dont je me sens le plus proche, de la nature, du sens des ruptures, de son humour, de son côté vanneur, et franchement, d'ailleurs j'ai regardé il y a pas très longtemps les tout premiers épisodes de la première saison, je me disais, est-ce que je suis rentré dedans immédiatement? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas eu de mal du tout à rentrer tout de suite dans le personnage. Moi, je me rappelle d'un truc. Hein. Je veux $1 million. C'est au début, non? sur le premier. Je sais pas si tu te rappelles, il y a Rachel qui arrive en mariée. Parce que Ross parle d'une mariée ou je sais pas quoi. Ross dit je veux me remarier. C'est le premier épisode. Et Chandler voit la mariée, il la voit. Et moi je veux $1 million. Et moi je veux $1 million. Alors non, en fait, nous on ne voit pas les choses de cette manière. Et d'autant que Friends, le premier épisode, je l'ai doublé tout seul un soir à l'arrache comme ça. Je crois ils avaient commencé à faire doubler la série avec d'autres comédiens et puis je crois que la chaîne France 2 a dit non, pas lui, non, vous prenez quelqu'un d'autre, etc. Et donc je me suis retrouvé sur cette série. Je crois que le rôle avait déjà commencé, avait déjà été les premiers épisodes avaient été doublés par un autre acteur dont j'ignore le nom. Et on m'a dit il faut que tu viennes absolument. Je dis mais j'avais pas de temps en fait, donc je pouvais pas. Et ils m'ont dit c'est pas grave, tu viens. Donc je l'ai fait, mais je suis arrivé après une grosse séance d'enregistrement. Et donc je suis arrivé, j'ai enregistré mon rôle. En même temps, t'étais chaud. Oui, j'avais une certaine j'avais fait un peu de training avant, mais non mais donc en fait on perçoit pas toujours les choses. Vous, ce qui vous semble, ce qui vous a marqué, en fait moi ça m'a pas du tout marqué parce que j'ai fait ça vraiment. Ouais, tu voyais pas les autres personnages, quoi. Oui, et puis on fait le rôle presque c'est. Il y avait une autre question. Alors là, il y a le monsieur tout à l'heure. Voilà. Monsieur derrière. Et puis après, il y aura les deux dames ici. Bonsoir. Je voulais en profiter pour 2 questions. Je voudrais savoir si déjà il y avait je fais vite. C'est plus cher, hein. C'est plus cher. Bon, pas de problème, avec plaisir. Savoir s'il y avait un acteur que vous n'avez jamais doublé ou que vous auriez aimé doubler durant votre carrière. Et la deuxième question, c'était de savoir est-ce que vous avez senti une évolution de votre voix avec les années qui peuvent vous permettre peut-être de doubler d'autres personnages avec le temps. Voilà, c'était un peu mes 2 questions. Une évolution de la voix, je réponds à la deuxième question là. Une évolution de la voix, en fait la voix elle change pas tellement, c'est plus le jeu qui change. Enfin voilà, on prend un peu plus de poids, un peu plus de maturité. Oui, sans doute, il y a des rôles que je peux doubler maintenant que je pense que j'aurais eu plus de mal à faire il y a 30 ans quand j'étais presque débutant, mais et puis non, sinon un comédien que en fait j'étais assez frustré parce que j'ai doublé une fois Johnny Depp dans un film qui s'appelle Las Vegas Parano et où il fait une performance d'acteur, mais comme dans pas mal de ses films, et j'ai pris un tel plaisir à le doubler
que j'étais un peu frustré de ne le faire que sur ce film. En fait, j'aurais bien aimé le faire. Bon, après, il a une voix française, le comédien qui le double, Bruno Choel, est formidable dessus, et donc voilà. Mais c'est vrai que ça m'a frustré. Après, des comédiens que j'ai jamais doublés, que j'aurais bien aimé doubler, j'ai pas vraiment de nom en tête, mais j'ai plutôt été gâté quand même. Quand même. Oui. Je vais pas à me plaindre. Au 4e rang, c'est ça, 4e rang, il y a 2 questions. C'est bien, tu sais toujours bien compter. Oui, tout à fait. Oui. Merci Alain. Oui, Bonjour. Moi, j'avais une question. Entre Matthew Perry, Doug Savant et Dean Cain, qui tu as préféré doubler, parce que c'est quand même 3 rôles hyper importants? Matthew Perry, entre Doug Savant, Dean Cain et Matthew Perry. Enfin, Matthew Perry, il est quand même au-dessus. C'est un comédien exceptionnel. La seule chose que je regrette chez Matthew Perry, c'est qu'il n'est pas. Après, c'est sans doute un choix de sa part, parce que après Friends, il a fait quelques tentatives de séries qui ont malheureusement pas eu le même succès. Il a eu un peu. Il a pas été très chanceux sur les tentatives qu'il a faites après, mais il a toujours joué son personnage de Chandler en fait. Et c'est un petit peu dommage, parce que je pense qu'il aurait été capable de faire d'autres choses. Après, c'est peut-être un choix de sa part. Il avait c'est comme c'est souvent lui qui était à l'initiative de ces projets après Friends. Je pense que c'est un choix. Il voulait faire ce rôle. Et puis... Oui, excuse-moi, mais moi je me rappelle d'un film qui s'appelait, qui était pas mal. Enfin, c'est un petit film. Il n'a pas eu un gros succès que tu as doublé. C'est Coup de foudre et conséquences avec Salma Hayek. Avec Salma Hayek. C'était un film plutôt sympathique. Oui, c'était sympa. Mais il a fait quelques films, sympas. 17 ans aussi, 17 ans demain. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quelquefois, il fait toujours un peu son rôle de Chandler, quoi. Il fait toujours un peu Matthew Perry, voilà. Mais quelquefois, quand on fait partie d'une série comme ça, qui est hyper connue et dans laquelle il y a quand même un certain nombre de saisons, c'est quelquefois difficile d'en sortir, quoi, par rapport aux autres réalisateurs, j'entends. Oui, c'est-à-dire qu'après, peut-être qu'il s'est senti un peu attendu dans ce personnage-là, donc peut-être qu'il n'a pas osé aborder d'autres registres, ce qui est dommage, parce que Jim Carrey, lui, à l'inverse, a pris des risques. Il a fait vraiment des virages à 180. Il est passé de Ace Ventura à Truman Show, Eternal Sunshine, The Majestic. Enfin bon, des films comme ça qui n'ont un registre plus sérieux, plus dramatique, quoi. Précision, Doug Savant, c'est le Doug Savant, c'est Desperate Housewives. Voilà, et Melrose Place. Mais alors, si je devais mettre un classement parmi les 3 acteurs que vous m'avez cités, je mettrais évidemment Matthew Perry en tête, et puis après Doug Savant et Dean Cain, qui est devenu un très bon comédien, mais dans la série Superman, je le trouvais pas excellent. Tu me brises le cœur là. Ah bon? Non, mais alors. Je trouve qu'il a très bien vieilli. Non, mais il était pas mal, hein. Mais on sentait que c'était pas son métier, quoi. Il était doué, mais on sentait que c'était pas son métier, hein. Je crois qu'il c'était un sportif de haut niveau. C'était un petit peu un casting sauvage, comme ça. Il a été choisi mais il avait jamais eu d'expérience de comédien, donc il faut bien commencer un jour. Mais il était plutôt doué. Mais bon, il était un peu vert, quoi. Et il a gagné en épaisseur, dans tous les sens du terme. Oui, nous aussi. Il a une petite fringale. Voilà. Oui, excuse-moi, juste une petite question. C'est difficile de doubler un mauvais acteur? C'est ce qu'il y a de plus dur. Et t'arrives à donner une consistance supplémentaire malgré que l'acteur joue pas terrible? On essaye de faire ce qu'on peut, mais enfin on peut pas non plus changer l'image, hein. Donc voilà, ou alors il faut retourner le rôle. Mais moi, quand on me dit souvent quel est le rôle le plus difficile que vous ayez eu à doubler, souvent on s'attend à ce que je dise c'est Jim Carrey dans je sais pas, dans Eternal Sunshine, parce que c'était un rôle, ou dans Man on the Moon. Non, pas du tout. Il faut quand même quelques compétences. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas très difficile de doubler un très bon acteur, parce que le travail est déjà fait, en fait. Il n'y a plus qu'à se laisser porter par son génie, en fait. Dans le cas de Jim Carrey, on peut parler de génie, hein. C'est vraiment un acteur absolument génial. Matthew Perry, c'est pareil. Mais quand j'ai été amené à doubler parfois des très mauvais comédiens, mais en fait, c'est déprimant, parce qu'on sort d'une journée de studio après avoir doublé un mauvais acteur dans un téléfilm de Noël sans intérêt. C'est du boulot, faut bien payer ses impôts, hein. C'est déprimant, parce qu'on a l'impression d'être mauvais aussi. On est obligé d'être aussi mauvais que l'autre. On peut pas le trahir ni dans un sens ni dans l'autre, quoi.
On va prendre encore deux questions. Il y a madame et puis, qu'est-ce que tu disais, Alain ? Et monsieur. Je suis désolé, leur tourne. Allez-y. Bonsoir. J'avais une question. Oui. C'est est-ce que vous auriez des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier ? Le conseil le conseil qu'on donne toujours, hein, c'est, vous savez, les voix qui ont bercé votre enfance. Moi, je parle du doublage de l'époque, justement. Je faisais référence à The Mask et donc à des comédiens comme Daniel Russo, Michel Vignier, Jacques Frantz, Médondo. Enfin, tout ça, ce sont des gens qui sont comédiens au départ. C'est un peu regrettable, c'est que, en fait, ce métier, ce qui est super, c'est que il y a une communauté de fans de doublage depuis quelques années, grâce aux réseaux sociaux notamment. Et puis je pense que le doublage a bénéficié d'un certain prestige. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se scandalisent des star talent, hein, qu'on emploie, enfin que les studios emploient pour des gros films d'animation. Et moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça redonne ses lettres de noblesse au doublage qui, vous savez, moi quand j'ai commencé, en fait, c'était honteux de faire du doublage. Il fallait pas en parler quand on passait un casting pour tourner un film ou une série ou une audition pour une pièce de théâtre. Si on disait qu'on faisait du doublage, on était mort, en fait. Voilà. Donc c'était vraiment considéré comme, c'était les comédiens ratés, en fait, qui faisaient du doublage. Et après on s'est rendu compte que non, mais que des gens comme Pierre Arditi ont fait du doublage pendant des années. Il a vécu du doublage avant d'être la star qu'il est devenu. Patrick Devers a fait énormément de doublage. Enfin, des gens comme ça, quoi. Mais c'est vrai que le fait de prendre des stars dans des gros films d'animation, je trouve que ça donne un certain prestige. On se dit, tiens, si eux font des gros rôles dans des gros films d'animation, c'est peut-être que c'est un métier de comédien, quoi. Je fais une parenthèse. Mauvais comédien, Jacques Frantz, c'est Robert De Niro, c'est Mel Gibson, entre autres. Oui, puis en plus c'était un acteur de théâtre exceptionnel, et puis qu'on a vu aussi dans beaucoup de films. Médondo, tu peux. Médondo, Eddie Murphy. Bon, et on n'a pas cité Patrick Poivet. Patrick Poivet, Patrick Poivet, je le situe. Patrick Poivet, vraiment, c'était, alors pour le coup, c'était pire. À mon avis, je pense que potentiellement c'était une star, hein, ce type, et il aurait dû avoir une carrière un peu à la Coluche ou à la Gabin, tu vois. Il ressemblait d'ailleurs physiquement. Et c'était un type, moi c'est vraiment le seul qui m'ait cueilli. On ne s'attendait jamais à la façon dont il allait jouer ces scènes. Il était toujours hyper surprenant, ce qui est le cas de personne d'autre, hein. Moi, c'est le seul qui m'est vraiment étonné, surpris, quoi. La dernière question. Oui, bonsoir. Vous avez été comédien quand vous étiez jeune. Après, vous avez fait du théâtre. Et dans vos projets à venir, est-ce que vous pensez faire du théâtre plus tard ou être acteur dans des films pour peut-être emmener des gamins de 9 ans quand vous étiez jeune, quand vous étiez jeune? Retourner devenir acteur, ouais. Pas faire du cinéma si vous. Si on me propose, oui. Après, si vous avez des projets comme ça, ou du théâtre. On me propose pas, mais le théâtre, oui. En fait, j'ai joué l'année dernière. J'ai joué toute l'année dans un théâtre à Paris, une comédie qui s'appelait Petit Crime entre amis. C'était une super expérience. Et mais moi, alors c'est plutôt le théâtre qui me manque. Enfin, c'est plutôt ça que j'ai envie de faire parce que, jouer un rôle dans sa continuité, en public, avoir les réactions du public. Il y a quelque chose de jouissif quand on est sur scène qu'on n'a pas au tournage, quoi. Une proximité, quoi, en fait. Pardon ? Une proximité. Non, puis non, mais en plus, vous savez, le tournage, c'est des bouts de scène, des petits, qu'on tourne. C'est pas le rôle dans la continuité, quoi. On est moins dans la. C'est plus compliqué. C'est pas. Ouais. Non, on se fait des grimaces, ça sert à rien. D'accord. Moi, j'aurais envie de dire que je
pense qu'on peut dire aujourd'hui que la France est le pays du doublage, le meilleur pays du doublage. Quand on voit des doublages faits dans d'autres pays étrangers, par moment on voit des films canadiens, on voit des films... Voilà, c'est le Canada dont je voulais parler. Ça fait un peu pitié. À quoi on peut attribuer ça ? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que justement on a affaire à des vrais acteurs et pas dans les autres pays, ou est-ce que ça vient d'autre chose ? Je pense aussi, par exemple, vous voyez en Espagne, alors je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, peut-être qu'ils ont, mais très longtemps, il y avait entre 5 et 10 comédiens qui faisaient tout, quoi. Et voilà, et c'était fait un peu à l'arrache comme ça, et je sais même pas si c'était des comédiens professionnels. Je pense que ça a été c'était un peu la partie, mais c'est vrai qu'en France, même si les comédiens de doublage avaient pas de très bonne réputation, on s'est toujours attaché à vraiment prendre des vrais comédiens, et je pense que c'est ce qui fait la réussite du doublage, c'est que ce sont des vrais acteurs. Donc c'est pour ça que les conseils que je donnerais, c'est d'être comédien, quoi, en fait. Alors on fait du doublage, on fait de la pub, on fait du théâtre, du cinéma, mais au départ on est comédien, quoi. Il y a Laurent qui m'avait dit Cyril, je suis embêté, j'aurais un truc à dire au moment de l'enregistrement de l'émission. Vas-y Laurent, je te cède la parole. Bah oui, parce que d'habitude ça nous arrive pas. Viens dans le micro, Laurent. Oui, ça nous arrive pas, mais normalement on le fait pas. Mais on a le message de quelqu'un pour toi. On écoute ? Oui, allons-y. Salut Emmanuel, ça va toi? Bon, écoute, c'est Joey, je voulais savoir, est-ce que t'as filé à manger au canard, mon petit poussin? Voilà, donc donne à manger parce que je vais rentrer tard ce soir. Je te fais un bisou. Bon, c'était Marco, je t'embrasse, j'espère qu'ils sont gentils avec toi et que tout se passe bien. Oh, il me maltraite, tu peux pas savoir. Bisous, copain de moi. Marc Lesser, que Laurent a rencontré parce que Marc Lesser est venu à une convention à Goderville à la ficelle, et Laurent est allé le voir avec Lilou, sa fille, et il lui a dit est-ce que tu peux faire un petit truc, un petit message pour Emmanuel. Alors il s'est pas laissé ça me fait plaisir parce qu'on se voit plus avec Marc. Enfin, on s'est ici la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était une convention, et c'était il y a un bout de temps, mais on se voit plus. D'abord il vit assez loin de Paris, et donc il n'est pas souvent, et donc ça me fait plaisir de. Et c'est quoi cette histoire de canard? Tu connais pas bien ton. Alors là, c'était pas la bonne question. Hein. Donc, y a-t-il des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas reconnu la voix de Marc Lesser, à la main, levée? Donc, on va quand même dire de qui il s'agit, Emmanuel. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément. C'est le comédien qui a doublé donc Matt Leblanc, qui faisait le personnage de Joey dans Friends. Voilà. Pendant 8 ans, lui aussi d'ailleurs. La 9e et 10e saison, il était un peu moins en forme. Il a fait le même AVC aussi que toi. C'est ça. Un AVC pour deux. Bon, alors j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste un petit peu moins d'un quart d'heure. Donc voilà, c'est comme ça passe très très vite. Alors il y a des choses qu'on aimerait vous dire, et Alain en particulier pour la radio, parce qu'on est dans une émission de radio sur West Track Radio. Petit coup de pub pour la chaîne, évidemment. Dans l'émission, je vous demande de vous arrêter. Évidemment. Et Alain, tu voulais intervenir à ce sujet. Alors, dans ta carrière, tu as abordé le sujet de la radio. Et oui, effectivement. Et donc, on va peut-être écouter le son tout de suite, et puis après, je vais te poser ma question. Plus une heure sans pub, sans couper les disques, sans arrêter la zik. Fun Radio. Voilà, très beau jingle. Alors je voulais te demander comment tu sens les choses quand tu fais donc un habillage radio, en l'occurrence pour Fun. Comment tu appréhendes ce travail-là par rapport au doublage, parce que c'est quand même très différent.
Mais oui, mais c'était lié à un doublage que j'avais fait d'un film qui s'appelait Pump Up the Volume, qui était sur donc c'était vous connaissez, non? Christian Slater. Christian Slater. Donc je doublais Christian Slater dans ce film et donc il faisait un pirate. Voilà, il piratait les ondes et il avait un ton un peu provoque comme ça, qui était un peu le ton que David, Diffoul voulait donner, qui était le directeur d'antenne à l'époque, voulait donner à Fun Radio. D'ailleurs, avant moi, c'était une grosse voix. Enfin, c'était Benoît Alman qui faisait donc c'était voix classique, méga voix grave et tout ça. Et il voulait changer le ton justement. Et il m'avait appelé parce qu'ils étaient fans de ce film. C'était un petit peu pour le film de référence dans le monde de la radio libre, quoi. Et il voulait que je redonne ce ton. Donc c'était assez lié au doublage finalement. C'était assez singulier parce qu'il n'y avait pas de voix antenne comme ça. Ça t'a plu? Beaucoup, parce que justement il me donnait des choses à jouer, quoi. C'était pas des liners droits, factuels, tu vois. Il y avait des choses, c'était un ton un peu provoque, un peu branleur comme ça, donc ça me plaisait bien, ouais. Donc ça permet de s'exprimer. Oui, bien sûr, ouais. Alors c'était le début de la libre antenne, quoi. Oui, tout à fait. Il y a des doublages qui ont compté, des séries qui ont compté. Kyle Chandler, dans Demain à la une. Que j'adore ce comédien, que j'ai la chance de doubler assez régulièrement, et à chaque fois c'est un bonheur parce que c'est un acteur qui est très très différent des autres que j'ai l'habitude de doubler. Alors, dans Demain à la une, c'était une série un peu légère comme ça, un peu comédie, mais après il a joué des rôles plus sombres et c'est un acteur vraiment d'une puissance, je trouve, qui fait pas grand chose, mais c'est toujours très chargé ce qu'il fait, et c'est vraiment un acteur très intéressant, quoi. Et puis alors il y a évidemment Mike Myers. Moi je propose qu'on écoute un extrait d'Austin Powers. C'est très court, mais alors on sent que ça vient des tripes. Tu nous en parles juste après. Minute papillon, si j'ai plus d'épouse, je redeviens célibataire, Ça c'est particulier, hein, c'est pas. Non mais faut le sortir, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant dans le doublage, c'est que c'est pas un rôle qu'on m'aurait donné. C'est pas un rôle qu'on m'aurait spontanément donné à tourner à l'image ou au théâtre, quoi. C'est le doublage, il donne ces possibilités d'aborder des vraies compositions qu'on peut pas se permettre, quand on tourne ou quand on joue au théâtre. Il y avait une belle phrase d'ailleurs dans Austin Powers, l'espion qui m'a tiré. C'était est-ce que vous voulez qu'on alors je vais pas être vulgaire, mais c'est est-ce que vous voulez qu'on couche maintenant ou tout de suite? Donc voilà. Tu connais mieux mes répliques que moi, parce que je me souvenais plus de ça. Et ça s'est fait quand? Alors tu avais fait aussi Wayne's World? Ouais. Alors c'est pareil, c'est complètement déjanté ça aussi. Ah oui, Wayne's World, c'est le personnage de Mike Myers. En fait, c'est pareil, hein, il a fait un peu ce personnage dans tous ses films. Hein. Ouais. C'est souvent son personnage, c'est lui qui est à l'initiative des projets. Il est producteur, il est créateur, il est producteur. Austin Powers, c'est lui. Là, je l'ai redoublé dans une série pour Netflix que c'est pas mal. Bon, c'est pas. On a vu les 2 premiers épisodes, on a tout vu en fait. C'est son humour.